Voilà, bienvenue à vous toutes et tous et merci de vous rasseoir. Merci d'avoir délaissé ce magnifique buffet qui vous tendait les bras pour revenir vous asseoir dans cette salle. Et pour digérer vos croissants au beurre et cappuccino, je vous propose maintenant quelques algorithmes. Parce que oui, difficile de parler de ce forum sans aborder la question de l'intelligence artificielle. L'IA est partout, dans nos vies, dans nos villes. Elle perturbe tout, nos métiers et même parfois nos neurones. Alors pour pouvoir garder les pieds sur terre et la tête dans le futur, il faut des esprits brillants. Vous en avez eu un bel échantillon tout à l'heure. Et notre prochain orateur fait aussi partie de cette catégorie. Mathématicien de haut vol, professeur reconnu, il est aujourd'hui responsable de la recherche pour l'intelligence artificielle d'Apple en Suisse. Il navigue donc au cœur des enjeux scientifiques et éthiques qui façonnent notre avenir numérique. Alors, il pourrait passer ses journées à parler uniquement à des machines, mais heureusement pour nous, il a aussi le goût du dialogue humain. Merci d'applaudir et d'accueillir Emmanuel Abbé. Très bien, merci Madame Surcher pour cette introduction généreuse. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce forum. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. Je vais commencer par reprendre le déroulement qu'il y a eu depuis 15 ans. Un développement assez remarquable. Alors, il faudra avoir... Ah, c'est bon. Voilà, donc la progression de l'intelligence artificielle dans ces 15 dernières années. Je crois que la communauté scientifique tech s'accorde à dire que c'est un moment assez unique. On a vu plusieurs développements dans la technologie qui étaient impressionnants au fil du temps, mais celui-ci a des caractéristiques particulières dont je vais parler. Ça a commencé en 2010 avec le domaine de la vision, où ces réseaux de neurones, des modèles donc vaguement inspirés du cerveau humain, qui processent l'information, qui traitent l'information de manière itérative, ont réussi à battre des records dans la reconnaissance d'images naturelles. Donc c'est les réseaux de neurones. Puis, en combinant ces techniques d'imagerie avec ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé, on a pu développer des IA qui notamment ont battu le joueur ici, le champion de Go, qui est un jeu très complexe, potentiellement plus complexe que les échecs. Ça a été une étape marquante pour ceux qui connaissent le jeu. C'était vraiment quelque chose de non trivial. Sont arrivés ensuite les LLM, Large Language Models, donc des modèles de langage qui peuvent converser, notamment derrière les chatbots comme ChatGPT ou Gemini, qui sont probablement la partie la plus visible de l'IA. Ça a été un tournant, ces LLM, car cela a permis à l'IA de communiquer, de lire et de s'éduquer. Et c'est là qu'on en est, disons, l'année passée. On en est avec une IA qui peut passer des examens de niveau universitaire. J'ai pris deux exemples ici, l'examen de l'EPFL et l'examen de médecine européenne, cardiologie européenne. Donc une IA qui est capable de répondre à une demande de l'emploi au niveau universitaire, et donc une IA qui entre le marché de l'emploi. Et je vais donc discuter où est-ce que cette IA peut encore aller. Alors, forcément qu'il va y avoir de la disruption avec une telle technologie. J'ai pris un exemple ici qui n'est pas très commun. Vous reconnaissez probablement l'image de droite. C'est un réveil qui avait été produit en masse dans les années 50 de General Electric grâce à l'électricité. Et ça, c'est un job qui a disparu à cause du réveil. Cette dame faisait office de réveil. C'était une knocker-up. Elle avait une serbacane et des petits pois qu'elle soufflait sur les fenêtres des ouvriers au nord de l'Europe. C'est une photo prise en Angleterre dans les années 30. Un job qui a disparu avec le développement du réveil électrique. Donc il va y avoir la disruption, mais aussi il va y avoir des opportunités. J'ai pris un exemple ici spécifique. La traduction, dans les années 2010, était encore très difficile avec les machines, avec les algorithmes automatisés. On a passé, durant ces 15 ans, d'une traduction qui était considérée terrible par le New York Times à une traduction qui est considérée profonde et qui, de plus, peut se faire de manière instantanée actuellement dans les écouteurs. Donc cela peut permettre à un entrepreneur suisse du canton de Vaud de discuter avec un entrepreneur américain
même avec un accent vaudois s'il le souhaite, avec une traduction directe. Cela pourrait même être un politicien du canton de Vaud qui négocie avec un politicien de Washington, de manière naturelle. Donc, comment se préparer à ce développement assez remarquable, comment saisir les opportunités? Il y a une possibilité, c'est de lire au quotidien la presse, de regarder des vidéos sur YouTube qui donnent des conseils sur quoi faire, sur comment se mettre à jour avec l'IA. Le risque, bien sûr, c'est que ces conseils ne durent pas toujours très longtemps. On a beaucoup parlé du prompt engineering. Aujourd'hui, c'est toujours important de poser des questions précises. Ça, c'est vrai pour tout type de communication. Mais il n'y a plus réellement besoin d'engineering au niveau de la manière dont on parle aux IA. La vérification est toujours importante. Il peut y avoir encore des hallucinations, mais toute dernière méthode avec le RAG ou ce qui se fait depuis quelques mois ont vraiment réduit énormément le taux de fausses informations. Donc, il va falloir toujours faire attention à certaines étapes, mais je déconseille peut-être d'être trop à cheval sur ce qui se dit au quotidien dans la presse, car ça évolue vite. Plutôt, je vous suggère de reprendre et de comprendre comment ces IA ont été développées. Ce qui a marqué le développement des 15 dernières années, c'est que nous étions dans un régime plutôt de ce que j'appelle un régime d'interpolation, où il y avait énormément de données disponibles qui étaient très représentatives des tâches à accomplir. Et ces données proviennent principalement du web, qui a été, le terme utilisé c'est scrapped, à très large échelle, pour des tâches du type langage et autres images qui étaient vraiment une source très importante et peut-être une surprise tout de même. Il faut qu'on la reconnaisse. Certains d'entre nous qui étions déjà dans l'IA il y a 5 ans, on avait tendance à se moquer un peu de OpenAI qui déployait des GPU à n'en plus finir pour utiliser ces données du web. Mais finalement, ils ont quand même eu raison. En tout cas, pour ces tâches-là, les données payent. C'est peut-être mon premier conseil où c'est un rappel car il est relativement évident. J'imagine que vous êtes déjà au courant. Mais l'IA fonctionne mieux lorsqu'il y a plus de données. Et donc, ce serait probablement par là qu'il faudrait commencer, à savoir commencer par vos données. Alors, ce n'est pas non plus trivial ce que ça engendre de commencer par les données. Il ne s'agit pas juste d'avoir une base de données. Il faut être un peu plus à jour avec l'expertise qu'il y a derrière le développement d'une base de données, car il faut surtout préparer les données avec une certaine structure. On sait aujourd'hui que les IA qui sont entraînées avec des données qui sont déroulées massivement sans structure sont beaucoup moins performantes dans leurs propriétés de raisonnement que lorsqu'on met un curriculum de données. Tout comme l'être humain apprend avec des matières qui sont incrémentales, on commence avec des principes plus basiques et on élabore. Il faut aussi que l'IA puisse être éduquée de manière incrémentale. Donc là, il y a toute une expertise à apprendre et que je recommande d'être à jour et d'avoir une équipe qui soit équipée pour cette expertise-là. Et l'autre partie qui est un peu moins connue du grand public, mais qui est aussi fondamentale, c'est la génération de données synthétiques. Lorsque les données sont insuffisantes, la technique qui est encore le plus bénéfique aujourd'hui, on essaye de partir de ce paradigme, mais c'est beaucoup d'efforts, c'est simplement de générer des données là où elles sont manquantes. Alors il faut faire très attention avec la manière dont ces données sont générées, pour ne pas avoir justement des problèmes de performance. Et là, encore une fois, c'est une expertise que je recommande d'acquérir. Je donne un exemple spécifique. On a voulu, avec le CHUV, le service de cardiologie, on s'est dit, faisons quelque chose qui a un impact pour la prédiction d'attaque cardiaque. On a les outils, les statistiques d'attaque cardiaque sont assez dramatiques, ça ne progresse pas. On continue à utiliser des méthodes de risque qui sont classiques, cholestérol, diabète, fumée, etc. Mais on a très peu de progrès qui est fait sur la prédiction. On a fait des papiers pour essayer de montrer que l'IA pouvait, on a réussi à faire mieux que l'œil d'un docteur, etc., sur des CT scans et autres. Mais on s'est très vite rendu compte que les données n'étaient pas bonnes, n'étaient pas suffisantes pour faire ce qu'on voulait. Pourquoi? Parce que soit les hôpitaux ont des données de gens déjà malades qui arrivent à l'hôpital, où le problème est déjà survenu, donc c'est trop tard. Soit les gens de la tech ont des données plus continues, comme des watches ou des téléphones qui permettent de prendre des signaux très importants pour
pour les prédictions de maladies cardiovasculaires, mais ces données-là ne sont pas couplées avec des événements hospitaliers cardiaques qui sont concrets. Et donc, les deux mondes, en fait, ont une partie du puzzle, et on s'est dit, essayons de faire quelque chose où on joint les deux bouts. Et donc, plutôt que d'avancer avec davantage de papiers et de publications, on a décidé d'arrêter tout ça et de lancer une nouvelle cohorte qui commencera l'année prochaine, qui aura pour but de prélever les données de manière justement complète pour l'IA. Et ça va nous prendre un peu de temps, mais on pense que c'est préférable d'investir maintenant dans une collecte bien faite sur les données. C'est quelque chose que je conseille de faire. Oui, il faut agir vite, mais il faut avant tout prévoir des données. Ensuite, est-ce qu'il faut tout miser sur les données? Non. Pourquoi pas? Un exemple encore qui date de la semaine dernière, peut-être quelqu'un en a déjà vu, donc c'est un exemple tout récent avec le dernier modèle de ChatGPT ici. J'ai demandé de générer une image de montre sur le thème du canton de Vaud qui affiche 11h15. Alors, on peut dire qu'il a réussi avec succès d'intégrer le thème du canton de Vaud. C'est assez bien fait. Ça maintient le côté aussi assez sobre du canton de Vaud. Par contre, vous avez remarqué le problème, j'imagine, pour la plupart. Il n'a pas affiché l'heure correctement. J'avais demandé 11h15, il a mis 10h10. L'explication, c'est que la vaste majorité des montres qui sont disponibles sur le web affichent 10h10. S'il y a des gens de l'industrie horlogère, et vous devez le savoir, moi je le savais, je n'étais pas au courant, c'est pour des raisons esthétiques. La grande majorité est toujours placée sur le web à 10h10, et donc l'IA n'a pas raisonné proprement. Avec un tel mode dominant dans les données, il fallait mettre 10h10, ça pouvait être la seule heure qui était intéressante. Donc ça, c'est le problème et le défi du raisonnement. C'est le challenge aujourd'hui qui n'est pas encore complètement résolu. Comment faire en sorte que ces IA raisonnent mieux? C'est aussi ce qui va dicter la performance de demain. Donc on sort de ce régime où les données sont suffisantes et on peut interpeller avec ce qu'on a vu. Il faut quand même raisonner déjà un petit peu pour interpeller. Mais si on veut vraiment aller au-delà, il va falloir extrapoler au-delà des données. Il va falloir rajouter du raisonnement. Alors ça ne serait pas juste de dire que les IA ne raisonnent pas aujourd'hui. Et il faut être conscient que c'est déjà remarquable. J'ai pris encore une fois un exemple spécifique. Ils peuvent gagner des compétitions de maths qui sont réellement non triviales. On a tous passé des matheux par ce genre d'exercice. De réussir à gagner la médaille d'or dans une compétition comme ça, on ne le fait pas qu'en mémorisant. Donc on ne peut plus juste se dire « Ah oui, mais ils n'arriveront pas à raisonner, etc. » On est tranquille, ce n'est pas le cas. Mais il y a encore un chemin à parcourir qui est assez long. C'est un domaine qui émerge, le raisonnement de l'IA. On enseigne le cours pour la première fois cette année à l'EPFL. Le but, il est simple, c'est de raisonner d'un point de vue IA, c'est-à-dire de générer des tokens avec ces modèles LLM qui sont cohérents d'un point de vue logique. Et le challenge, c'est d'arriver là où on veut pour résoudre le problème, pour répondre à la question. C'est un domaine merveilleux où le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'il n'est jamais trop tard de se convertir, de devenir un ingénieur en IA. Si vous ne voulez pas contribuer directement à l'amélioration du raisonnement de l'IA, une chose, et c'est le dernier point que je voudrais souligner ce matin, qui est complémentaire au raisonnement, ce sont ces agents d'IA qui sont les derniers développements des IA, à savoir, tout comme, je vais vous donner un exemple assez basique, lorsque nous suivons un cursus scolaire, les êtres humains, nous apprenons les livrets, nous apprenons à manipuler les nombres. Il faut, pour faire de l'économie, une certaine compréhension des nombres. Cela dit, bien entendu, on ne va pas au quotidien calculer de tête. On va tous, soit pour gagner en temps, soit en fiabilité, utiliser des calculatrices ou des programmes si l'arithmétique devient plus compliquée. C'est ça le début des agents IA, c'est qu'on va s'arrêter à essayer de tout faire à travers les LLM, ces chatbots. On va commencer à connecter ces chatbots à des outils, des softwares, des programmes, de l'interaction avec l'utilisateur pour pouvoir mieux distribuer qu'est-ce qui est fait avec le raisonnement interne, qu'est-ce qui est exporté. Donc là, encore un exemple, GPT, il n'y a pas longtemps, il se plantait encore sur des multiplications assez simples. Aujourd'hui, il va directement lancer un code Python pour faire le calcul. Alors, on perd en flexibilité, mais on gagne en fiabilité. Maintenant, on ne s'arrête pas du tout à ça. On peut aller très loin avec le raisonnement. Ça, ce n'est pas un exemple qui va loin. C'est juste un exemple que je veux donner qui est un peu moins basique que la calculatrice. On l'a fait à l'EPFL. Je vais le mentionner car il fait appel uniquement à un modèle open source. On a pris Qwen, c'est un modèle chinois. Qui est de petite taille, 3 billions.
3 milliards. On a fait tourner sur des laptops, donc rien que vous ne puissiez pas faire dans cette salle. On a choisi la tâche du bin packing. C'est une tâche de recherche opérationnelle classique et centrale. Ça correspond juste à devoir mettre des objets dans des boîtes. Et lorsqu'il y a beaucoup d'objets et beaucoup de boîtes, on veut minimiser le nombre de boîtes pour l'empaquetage. C'est un problème qui est très vite complexe. D'ailleurs, on ne connaît pas la solution optimale d'un point de vue algorithmique à ce problème. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a connecté un LLM à un éditeur de code. LLM donne des conseils à l'éditeur de code, génère du nouveau code, lui dit voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, essaye de reprendre ça, et de manière autonome, fait tourner le code Python pour essayer de faire de mieux en mieux à cette tâche-là. Et à la fin, on a fini par faire mieux que des solvers qui ont été développés sur des décennies, juste en faisant tourner une IA sur l'éditeur de code sur un laptop. Donc des décennies de travail qui ont été faites dans des unis, qui peuvent être améliorées juste en laissant un tout petit peu d'autonomie à l'IA. Voilà, donc c'est ça le message final. L'IA a obtenu son diplôme. C'est à vous de la former, de lui donner sa place car elle a un grand potentiel. Merci. Merci. Emmanuel Abbé, vous restez sur scène parce que j'ai quelques questions pour vous. Vous êtes à la tête de la recherche pour Apple en Suisse. Alors, vous n'avez pas trop le droit de nous dire sur quoi vous travaillez exactement. On a bien compris, mais la prochaine grande révolution qu'il faut attendre, c'est quoi? Alors, c'est justement donc, de passer à une IA qui est plus un assistant passif à un agent proactif, à savoir moins une IA qui va juste être là pour répondre à du traitement de texte, éditer une lettre, chercher des informations, mais qui va pouvoir prendre son autonomie, être connecté à d'autres outils, d'autres programmes, et puis légèrement suggérer, prendre des initiatives. Alors tout ce que vous dites, ça veut dire justement que beaucoup de tâches et beaucoup d'emplois vont pouvoir être automatisés. Est-ce que vous êtes inquiet? Inquiet, oui. Pour l'emploi, comme ça a été dit plus tôt ce matin, je pense que on va pouvoir se réinventer autour de l'IA. Il y a une inquiétude qui est saine, c'est celle du fait qu'on va devoir accepter les êtres humains, qu'on n'est pas le centre du monde au niveau de l'intelligence. On a vécu ça avec l'astronomie, on n'était pas le centre de l'univers. Et maintenant, on va réaliser que les IA, sûrement, vont très prochainement être plus performantes en intelligence dans des domaines spécifiques que nous. L'inquiétude que j'ai est plus de ces dangers sous-jacents, plus subtils, vers la population vulnérable, les adolescents, les gens qui sont seuls, qui vont faire face à des programmes qui sont optimisés, pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà, vous nous faites peur en fait, parce Là, que oui, même vous êtes inquiet. Oui, alors il va falloir avoir une bonne discipline et puis... Et puis de l'éthique. Et de l'éthique, oui. Une dernière question, vous encouragez toute l'Assemblée à engager cette nouvelle recrue qu'est l'IA. Oui. Qu'est-ce que vous dites à l'entrepreneur ou à l'entrepreneuse qui se sent un peu dépassé, qui se dit, bon, finalement, de toute façon, tout ça, j'y comprends rien, et dans 10 ans, je suis à la retraite, donc ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous lui dites? Déjà à la retraite, il est? Ou il va devenir... Dans 10 ans, ou qui se dit, bon, finalement, je vais louper le train, mais c'est pas grave. 10 ans, non, il y a pas, c'est pas... 10 ans, c'est beaucoup trop long. On ne peut pas se dire, dans 10 ans, on attend la retraite. Dans une année, peut-être, je lui conseillerais de ne pas sauter forcément sur l'IA, mais dans 10 ans, non, je pense qu'il faut... Il y a un mot qui n'a pas été dit ce matin. J'ai adhéré beaucoup à tout ce qui a été dit par Madame Moret, Bouzou, Monsieur Bouzou. Il y a juste un mot qui manque peut-être, et qui aussi, je pense, doit plus faire partie d'un discours au canton de Vaud, c'est la prise de risque. On n'aime pas tellement prendre des risques, on attend de voir comment ça se met en place, mais je pense que si on veut être compétent, il faut prendre des risques, et 10 ans, c'est largement suffisant pour s'y mettre. Merci Emmanuel Abbé. Pour prouver une dernière fois que les machines, malgré tous leurs processeurs, ne savent pas faire frissonner une salle comme un être humain, je vous propose d'accueillir à nouveau sur scène Liam Chennault. Il va nous jouer un solo de violoncelle écrit, lui, bien avant les premiers balbutiements de l'intelligence artificielle, la gigue de la 3e suite de Jean-Sébastien Bach. Liam Chennault, mesdames, messieurs. Merci.
Elle a un joli pied de nez aux machines. Merci Liam Chenot, encore bravo. Et pour explorer maintenant un futur façonné par la technologie et l'intelligence artificielle, j'invite à présent 4 esprits brillants et bonnes nouvelles 100% humains, jusqu'à preuve du contraire. Donc ces 4 esprits, je les invite à me rejoindre sur scène. Antoine Hubert, entrepreneur et figure clé de la santé en Suisse. Victor Christophe, CEO de DemoSquare, expert en prédiction politique. Aurélien Demauret, cofondateur d'EcoRobotics, pionnier de l'agriculture de précision alimentée par l'intelligence artificielle. Et Fred Jordan, cofondateur de Final Spark, à la frontière entre biologie et informatique. Merci beaucoup à vous 4 de me rejoindre sur scène. Et avant d'entrer dans le vif des débats, je vous propose un petit résumé de ce que nous réserve 2050. Un résumé généré à nouveau par l'intelligence artificielle. Mais rassurez-vous, cette fois, elle a pris ses gouttes et elle semble un petit peu plus optimiste. On écoute. En 2050, le canton de Vaud pourrait être l'un des leaders mondiaux de l'innovation appliquée, avec plus de 10% de son PIB consacré à la recherche et au développement, soit le double de la moyenne européenne. Il s'appuiera sur un réseau d'excellence unique, EPFL, UNIL, HEIG, VD et centres privés. L'IA générale, encadrée par des normes éthiques strictes, optimisera la gestion énergétique, la logistique et la santé, générant jusqu'à 20% de gains de productivité. Les formations, intégrant 100% d'outils immersifs et d'analyse prédictive, garantiront une mise à jour continue des compétences. En santé, les thérapies géniques et traitements personnalisés permettront de réduire de 40% l'incidence des maladies chroniques, tandis que la prévention prédictive, alimentée par les données massives, allongera l'espérance de vie en bonne santé au-delà de 86 ans. Les innovations issues des pôles vaudois auront permis de diviser par 2 l'empreinte carbone par habitant et d'atteindre la neutralité énergétique grâce aux énergies renouvelables locales et à des réseaux intelligents. En conjuguant science, entrepreneuriat et vision à long terme, Vaud pourrait faire de 2050 l'illustration qu'une société technologique peut aussi être profondément humaine. Une société technologique et profondément humaine. On va commencer par un rapide tour de table à nouveau. En quelques mots, société technologique et profondément humaine, c'est aussi ce que vous évoque pour vous 2050, Antoine Hubert. 2050, c'est bien loin. On dirait un programme d'un politicien. Alors l'IA pourrait faire de la politique. On a demandé à l'IA de nous expliquer le monde parfait en 2050. Je pense que ce sera difficile d'avoir une situation aussi rose parce qu'il y a toujours l'être humain. Je pense que si on laissait faire l'IA, effectivement, ce serait peut-être le résultat. Mais on a malheureusement un nombre d'égos, un peu plus d'1 million dans le canton de Vaud, par exemple, et chacun a sa vision, sa manière de voir les choses. Et moi, le risque que je vois avec l'intelligence artificielle, c'est qu'un jour, elle se rende compte que le problème sur Terre, c'est l'être humain. Et qu'elle se débarrasse de nous. Victor Christophe, vous avez une vision aussi sombre du futur Non, je vais le dire avec beaucoup moins d'éloquence que Nicolas Bouzou tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les incertitudes géopolitiques, technologiques, climatiques, c'est difficile d'entrevoir un futur positif, surtout si vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à vous projeter dans ce qui se passe après 2 semaines d'horizon. Mais cela dit, je pense quand même que non, je suis un optimiste et je pense qu'on aura un futur plutôt positif. Maintenant, est-ce que les solutions seront technologiques, économiques, politiques? Je ne sais pas, mais sûrement un peu des 3. Aurélien Demauret, vous partagez cet avis? Alors, 2050. Oui, 2050. Ouais, moi, je disais à Nicolas tout à l'heure, je suis un grand fan. Donc, aujourd'hui, il a fait ma journée. 2025, je vais marquer. Je suis sur la même scène que Nicolas Bouzou. Bon, il est malheureusement pas dans le même panel. Donc, aujourd'hui, c'est une belle journée pour moi. Je partage son optimisme parce que, en fait, si on regarde un petit peu derrière, il l'a fait, je ne veux pas le paraphraser, mais si on regarde tout ce qu'on a avancé et toutes les opportunités que nous offre la technologie, je suis un technophile convaincu, c'est pour ça que je travaille dans la technologie. Je pense qu'on a des belles perspectives pour 2050. Des belles perspectives pour 2050, notamment les vôtres, Fred Jordan. Vous êtes aussi un optimiste? Alors, je suis aussi optimiste, effectivement. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison. Mais c'est vrai qu'avec l'IA, on accélère de manière incroyable les développements technologiques. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a des IA maintenant, des agents IA pour faire de la science expérimentale.
Donc en fait, on trouve qu'on vit dans un monde qui va vite au niveau de l'innovation technologique et j'ai l'impression que c'est rien par rapport à ce qui va venir, mais je pense que c'est pour le meilleur. Alors ensemble, on va aborder différents thèmes, l'agriculture, la démocratie, mais la santé aussi. On va commencer par la santé avec vous. Antoine Hubert, l'un de vos combats, c'est de réparer le système de santé suisse que vous jugez dysfonctionnel. Se faire soigner dans un hôpital en 2050, ça devrait ressembler à quoi, selon vous ? Bien, si on repensait le système de santé de manière idéale, ça veut dire qu'en 2050, on n'aurait presque plus besoin d'aller à l'hôpital. Parce qu'en général, le gros problème du système suisse, c'est qu'on se rend à l'hôpital pour tout et pour rien. Et si on compare avec des systèmes qui fonctionnent différemment, comme notre rôle modèle qui est Kaiser Permanente aux États-Unis, pour 12,6 millions de personnes, ils ne font que 150 000 séjours hospitaliers par an. On en fait 1,4 million pour 9,6 millions de personnes. Donc, mais si vous allez visiter un hôpital Kaiser, c'est en fait des soins intensifs. C'est-à-dire, c'est des chambres qui sont hautement médicalisées et les gens qui terminent à l'hôpital, c'est vraiment des cas très lourds. Tout le reste est traité à domicile, dans des centres ambulatoires, etc. Et c'est clair que l'intelligence artificielle aide énormément. Aujourd'hui, elle aide malheureusement pas à concevoir le système de santé, parce que je pense que un large language model ferait mieux que le Bundesamt für Gesundheit, clairement. Mais par contre, ça aide au quotidien. Moi, je travaille avec ça au quotidien. Moi, je lis plus rien, hein, donc je fais d'abord lire tout à ChatGPT. Je développe les projets avec. Je l'utilise vraiment comme un sparring partner et un alter ego. Et ce que je constate, par contre, c'est que pour moi, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est au niveau de l'utilisateur. Vous avez un con qui utilise ChatGPT, ce restera con. Ce sera de la connerie augmentée, mais ça restera de la connerie. Et donc le risque qu'il y a, c'est qu'effectivement ça crée un certain fossé entre les gens intelligents et les gens moins intelligents, parce que c'est un accélérateur. Mais c'est clair que dans la médecine, ça permet d'être plus précis. Moi, j'ai eu personnellement un parcours médical récemment. J'ai eu un cancer de la vessie. J'ai mis systématiquement tout ce que je recevais de mes médecins dans ChatGPT. Alors, ils ne se trompaient pas, les médecins, donc tout ce qu'ils me disaient, mais c'était beaucoup plus compréhensible ce que ChatGPT me donnait que le médecin. Donc vous préférez que l'IA vous donne votre diagnostic qu'un médecin ? Non, je pense que les médecins doivent l'utiliser aussi pour les aider à structurer, parce que le médecin, souvent, il a de la peine à vulgariser, il a de la peine à se mettre forcément au niveau de son interlocuteur qui est un béotien, qui connaît rien. Et c'est vrai que l'IA aide à structurer le rapport médical qui peut avoir l'air un petit peu énigmatique, voire même incompréhensible pour certains patients, à le structurer de manière compréhensible, etc. Et ça marche extrêmement bien. Et bon, heureusement, on a des bons médecins, donc il n'y avait pas de divergence entre les deux. Mais ce qui est frappant, c'est que sans donner le diagnostic que le médecin avait donné, en mettant simplement les analyses, les images chez ChatGPT, les diagnostics étaient identiques et les traitements proposés étaient également identiques. Mais ça pose quand même de nombreuses questions éthiques, parce qu'on l'a entendu dans le résumé tout à l'heure, on parle de médecine prédictive, par exemple. Est-ce que là, il n'y a pas le risque que certaines populations soient stigmatisées avant même d'avoir pris rendez-vous chez le médecin ? Pourquoi stigmatiser ? Parce en analysant les données, on voit qu'elles ont plus de chances de développer un cancer ou de... Bon, il n'y a pas des garde-fous à On a déjà ce cas-là, c'est le fameux phénomène Angelina Jolie. Vous avez la double mutation d'un gène qui vous, disons, assure, qui vous garantit d'avoir un cancer du sein tôt ou tard. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous enlevez les seins. Bon, c'est clair qu'il y a tout un problème éthique. Que
faut-il faire si on sait que ceci va nous arriver, etc. C'est effectivement problématique, parce qu'on ne peut pas s'enlever tous les membres qui sont susceptibles de devenir cancéreux. Mais ça, ma foi, on l'a déjà aujourd'hui, hein, le problème de la prédiction. Mais je pense que, bon, aujourd'hui, on a une loi, la LAMAL, qui oblige à toutes les assurances d'assurer tout le monde, donc il n'y a pas de sélection de patients qui peut se faire. Et le fait de prévenir, de connaître ou d'avoir une certaine prédictibilité peut aider justement à freiner la maladie, à la ralentir, à la contrer, etc. Donc moi je pense que l'IA dans la médecine, elle est très positive, elle va faire beaucoup de mal aux spécialistes. Mm-hmm. Mais par contre, je pense que ça va être la revanche du généraliste, parce qu'il faudra quand même un gars qui explique avec des mots un peu humains que vous allez mourir dans 6 mois. Si vous le lisez sur l'écran, c'est un peu brutal. Donc remplacer les médecins par des psychologues, en fait. Bon, il y a des médecins qui sont déjà psychologues. Non, mais oui, il faudra avoir des gens. C'est un peu le même phénomène qu'on a vécu dans les banques, où vous aviez avant des spécialistes. Aujourd'hui, on recrute à l'école hôtelière de Lausanne parce qu'on a besoin de gens qui sont forts dans la relation humaine, finalement. Et on voit ce phénomène qui va arriver dans la médecine. Le pathologue aujourd'hui est inutile. Le radiologue, s'il n'est pas interventionnel, aujourd'hui, il est inutile. Il est uniquement utile parce que la LAMAL dit qu'un radiologue doit signer pour être remboursé. Mais l'analyse de l'image de radiologie, elle se fait déjà de manière automatique et de manière forcément plus performante, parce que la mémoire du radiologue, elle a une limite, alors que la mémoire de l'IA, elle a des limites, mais beaucoup plus grandes, ce qui permet de comparer des millions d'images au lieu de comparer les 1000 ou les 2000 images que vous avez encore en tête. Victor Christophe, j'aimerais vous entendre. Vous travaillez vous sur des modèles prédictifs avec DemoSquare. En 2050, quel rôle pourrait jouer l'IA dans la santé, d'après vous ? Alors, je ne suis pas du tout un expert en santé. Je suis en effet un peu plus un expert en intelligence artificielle. Avant de cofonder DemoSquare, j'ai fait un doctorat à l'EPFL en intelligence artificielle. J'étais d'ailleurs assistant de Emmanuel Abbé pour le cours de probabilité et statistique. Et j'aimerais juste prendre un pas en arrière avant de répondre à cette question. C'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je pense que pour beaucoup de monde, l'intelligence artificielle a commencé à exister en novembre 2022 et quand ChatGPT, OpenAI est sorti ChatGPT. Mais en fait, il y a des années de recherche derrière ça. Le premier papier de Alan Turing, les machines pensantes, a été écrit dans les années 30. Et je pense qu'il faut distinguer les IA prédictives des IA génératives. C'est une distinction importante. Les IA prédictives, on a été exposés pendant des années, typiquement via les pubs qu'on recevait via Google ou via Meta. Et les IA génératives, c'est celles qu'on connaît aujourd'hui, avec lesquelles on peut dialoguer. Et ce sont deux avancées qui vont de pair. Et le lien avec la santé, c'est qu'en effet, de l'IA prédictive dans la santé, je pense qu'en Canton de Vaud, on est bien situé. Il y a Sophia Genetics, la boîte que sûrement tout le monde connaît ici, qui fait de l'analyse prédictive appliquée à l'oncologie. Et récemment, il y a une boîte qui a émergé qui s'appelle Isomorphic Lab, qui est en fait une spin-off de Google DeepMind, qui est présente dans 2 des plus grandes villes du monde, Londres et Lausanne. Ils ont des bureaux ici à Lausanne. Et ils font, eux, de l'IA générative pour la découverte de médicaments. Et je trouve que c'est un domaine fascinant où on permet de découvrir des nouvelles molécules et des nouveaux médicaments in silico et de couper drastiquement le coût de développement et les durées de développement de nouveaux médicaments. D'accord, de belles perspectives. Mais si on part sur l'IA, un des gros enjeux de l'IA, c'est sa consommation en énergie. Et là, je me retourne vers vous, Fred Jourdan. Vous développez avec Final Spark vous voulez développer le premier processeur vivant. C'est un peu complexe à expliquer, mais est-ce que vous arrivez à expliquer à l'Assemblée ce que vous faites en quelques mots ? Alors oui, c'est un peu l'après-IA en fait. L'idée, c'est de faire des processeurs qui fonctionnent non pas avec des transistors qui sont produits sur base de silicium, mais avec des neurones vivants. Donc les tissus nerveux sont connus pour traiter l'information de manière efficace. Énergétiquement hyper efficace même, puisqu'on est le fruit en fait, de centaines de millions d'années d'évolution, où un des buts de la vie, c'était d'optimiser la consommation des circuits nerveux. Donc ce qu'on fait dans notre laboratoire, c'est effectivement ça,
c'est qu'on crée des millions de neurones, on les connecte ensemble pour faire ce qu'on appelle des organoïdes cérébraux, et on les connecte ensuite avec des électrodes, et on est capable d'avoir une interaction avec ces systèmes-là, et le but, c'est de les faire apprendre des tâches. Donc on est un peu comme au début de l'IA avec, avec Turing, sauf que là, il y a des gens qui appellent ça l'IO, comme intelligence organoïde. Donc c'est un peu peut-être le pas du futur, quoi. Vous avez compris? Bon. Donc il s'agit d'une hybridation entre vivant et machine qui pose aussi de nombreuses questions. Est-ce que ça risque pas de finir en Jurassic Park version IA? Jurassic Park, ok. Alors, non, alors je ne crois pas. Alors, il faut voir ce qui se passe dans le laboratoire. On a des neurones, et si on ne prend pas soin d'eux, ils vont mourir immédiatement. Donc, ils n'ont pas cette liberté d'action de dinosaures, oui, dans Jurassic Park. C'est vraiment des briques qu'on connecte ensemble, et on assure toute la microfluidique, tous les systèmes de vie, en fait, qui permettent de les garder des mois ou des années en fonctionnement pour pouvoir faire des tests, des expériences. Et il y a une dizaine d'universités d'ailleurs qui travaillent même à distance, on peut interagir avec, et il y a plusieurs programmes de recherche qui sont en cours. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la société Final Spark, vous pouvez voir en temps réel les signaux électriques de nos neurones à Vevey. En tout cas, l'IA semble inspirée. Elle aimerait vous poser une question, Fred Jourdan. Monsieur Jourdan, votre processeur biologique est passionnant, mais si on délègue aux intelligences biologiques, est-ce que l'humain ne sera finalement pas complètement remplacé? Alors, j'ai l'impression un peu que c'est la même question qu'on pose par rapport aux IA. Est-ce que l'humain va être remplacé par l'IA? Donc maintenant. Et là, c'est vrai qu'on a une longueur d'avance parce qu'on se dit au moins l'IA a besoin d'énergie pour fonctionner. Elle est très énergivore, tandis que là, si elle. J'ai l'impression que c'est une peur récurrente en fait d'être remplacé. Je ne sais pas s'il y a une crainte plus sous-jacente ici. Ce qu'on cherche déjà à régler, c'est un problème de projection des consommations électriques des serveurs de calcul qui sont utilisés pour l'IA aujourd'hui. Et les projections montrent qu'on va vraiment avoir un très très gros problème de consommation énergétique. Avec des neurones vivants, on peut avoir un rapport d'énergie de 1 million de fois plus efficace. Donc ça veut dire que là où on avait un problème avant, on n'a plus de problème après. Donc juste de manière purement pragmatique, comme un ingénieur, là on peut voir une solution à un problème. Donc, solution à un problème, et pourtant, vous peinez à trouver des investisseurs. Pour l'instant, les Suisses ne se pressent pas au portillon. Il y a des Américains, des Saoudiens, mais peu de Suisses. Oui, aussi des Asiatiques, effectivement. Aucun Suisse, quasiment aucun Européen non plus. C'est vrai que ça, c'est des innovations totalement disruptives. Les capitaux risqueurs standards, ils aiment bien commencer avec des investissements à quelques centaines de milliers d'euros. Nous, notre première round minimum, c'est 10 millions. Sinon, ça ne vaut même pas la peine. Et les dernières discussions qu'on a plutôt avec des fonds souverains, c'est 50 millions en première ronde, 300 au deuxième. D'accord. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, par chance, j'ai co-créé une autre société qui est bénéficiaire et on utilise une partie de ces bénéfices pour financer Final Spark. Sinon, on ne pourrait pas la financer. Donc, c'est la situation. Mais effectivement, là, il manque quelque chose dans l'économie qui permette de financer des recherches totalement disruptives qui sont avec des grands risques, mais des grandes perspectives. Antoine Hubert, vous êtes un homme d'affaires touche à tout. Vous ne voudriez pas investir dans Final Spark? Le problème qu'on a en Suisse, je pense, par rapport à ces investissements, je dirais, à haut risque, c'est qu'il n'y en a pas assez. Si vous voulez, nous, on ne se positionne pas sur ce créneau-là parce que si vous voulez vraiment pouvoir gérer le risque en tant qu'investisseur, il faut investir dans 15 initiatives de ce genre pour avoir la chance de se refaire sur celle qui va réussir sur les 15 parce qu'elles ne vont pas réussir les 15. Et en Suisse, on a une structure d'investisseurs qui sont capables de perdre 10%. Donc, on va dans des secteurs qui sont plus sûrs, qui sont plus déjà éprouvés, etc. Et c'est la faiblesse, en fait, de la Suisse, c'est d'avoir quelques entreprises géniales, mais pas assez pour créer vraiment un écosystème qui fasse que, comme en Californie, les investisseurs peuvent aller, ils se disent, voilà, on met dans ces 15 startups qui nous ont l'air brillantes, il y en a une des 15 qui fait x100, et donc on a gagné. Ici, on a quand même beaucoup de chance de tout perdre.
Et c'est le problème pour les investissements risqués en Suisse, à mon avis. Mais donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous investiriez votre argent dans Final Spark ? Ni dans sa start-up, ni dans d'autres start-up. Nous n'investissons pas dans les start-up parce que, d'abord, ce n'est pas notre métier. Nous, on investit dans des entreprises et dans de l'opérationnel. Mais si on voulait investir dans des start-up, il faudrait qu'on ait un certain volume et puis qu'on ait un grand nombre de start-up dans lesquelles investir. Victor Christophe, je vous vois hocher la tête. Ce problème du manque d'investissement, vous le connaissez bien avec votre start-up. Oui, je rejoins la question des investissements risqués. Aux États-Unis, on voit une start-up qui a une idée et quelques slides peut lever 5-10 millions en 2 heures dans un bar à San Francisco. C'est beaucoup plus compliqué en Suisse. Cela dit, je pense qu'on a un écosystème en Suisse et spécifiquement dans le canton de Vaud qui est extrêmement riche pour les startups avec beaucoup de programmes d'accompagnement. Je remercie Mme Moret d'ailleurs et ses services de la promotion économique, le PFL. Il y a tout un écosystème qui existe aussi d'accompagnement. Et pour ça, je pense qu'on est très chanceux de pouvoir lancer des startups ici. Aurélien de Moret, vous voulez aussi réagir ? Oui, je voulais aussi réagir en tant que start-upper. Je comprends ce qui est dit par Antoine sur la diversification, le manque de la prise de risque. Mais il faut quand même se rendre compte que là, et ça a été mentionné par Nicolas plus tôt ce matin, on a une question de souveraineté européenne, je ne veux pas parler de vaudoise, suisse, mais européenne, où la guerre, on l'a perdue dans le software il y a 20-30 ans en arrière, on l'a perdue sur l'IA, en tout cas en partie, mais il y a vraiment un challenge de souveraineté. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on investit 22 milliards dans la recherche en Suisse, privée et publique, et seulement 3 milliards dans la commercialisation de cette recherche. Donc, ça part où, cet argent ? On prend tous les risques, mais les bénéfices partent à l'étranger. C'est hallucinant. Vous vous rendez compte que nos caisses de pension, et c'est là où je ne vous rejoins pas tout à fait, mais nos caisses de pension investissent dans les startups qui vont tuer nos startups. Donc, notre propre argent qu'on investit pour notre retraite vient tuer les startups de nos enfants ou de nos petits-enfants. Donc, on marche sur la tête. On a un problème d'investissement en Suisse et en Europe qu'on doit vraiment corriger. Et puis c'est là, je pense qu'il y a la question du risque, mais il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, on finance les Américains. Et il faut qu'on change ça. Il faut que nos propres portefeuilles, à la BCV par exemple, de titres, vous l'investissez dans des titres européens de start-up qui sont tout aussi capables que les américaines et qui ont moins de moyens. Et on doit corriger ça. Et je pense que là, il y a vraiment un point où on doit changer de mentalité en Europe, on doit être beaucoup plus chauvin et on doit investir dans nos propres entreprises, dans nos propres technologies, sinon on va perdre toutes ces batailles. La bonne nouvelle, juste pour conclure, on a perdu la guerre de l'IA. Par contre, dans les sous-segments, ça a été mentionné Sophia Gentix, dans des sous-segments, par exemple dans la médecine personnalisée, prédictive, dans l'agriculture de précision, on espère être l'an 2, on peut devenir vraiment des leaders de catégorie. Sur les grands thèmes, l'IA, probablement que c'est perdu pour l'Europe, mais par contre, sur des sous-segments, on peut vraiment devenir des leaders de catégorie. On entend votre message, vous espérez devenir leader dans l'agriculture de précision. Donc, vous, avec votre entreprise EcoRobotics, vous misez sur l'intelligence artificielle pour rendre l'agriculture plus durable. En 2050, l'agriculture, elle pourrait ressembler à quoi grâce à votre projet ? Alors peut-être commencer pour vous expliquer un tout petit peu ce qu'on fait. J'aime bien utiliser, pour présenter EcoRobotics, à l'interne, on utilise les 3 R d'EcoRobotics. Le premier R, c'est réduire. Donc on aide les agriculteurs à réduire la quantité de chimie qu'ils vont mettre dans les champs. On le fait avec des sprayeurs ultra précis qui vont détecter qu'est-ce qui se passe dans le champ et qui vont agir de manière très ciblée. Ça, on le fait aujourd'hui, c'est des facteurs 20 fois, donc 95% moins de produits chimiques dans les champs grâce à notre technologie. Donc c'est déjà un changement massif dans l'agriculture conventionnelle. Deuxième R, c'est remplacer. Aujourd'hui, on réduit la chimie synthétique. Notre deuxième R, c'est de la remplacer par de la chimie organique. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple désherber avec du vinaigre, avec certaines huiles essentielles, avec de l'acide hyaluronique. Seulement que si vous en mettez partout sur un champ, vous cramez tout. L'avantage de notre technologie, c'est qu'on en met juste là où il faut, sur la mauvaise herbe, si on désherbe. Et puis, on n'a plus de la chimie synthétique, on a de la chimie naturelle biologique. Le troisième R, et puis c'est là que ça va répondre à votre question de 2050, qui est peut-être encore plus intéressante, ça c'est notre vision à long terme, c'est régénérer.
on croit vraiment fermement que grâce à des technologies comme les nôtres, qui analysent tout ce qui se passe dans un champ, c'est exactement chaque centimètre carré, qu'est-ce qui se passe, presque de manière continue, on va pouvoir changer la manière dont on fait l'agriculture d'aujourd'hui. Demain, on aura, vous imaginez le champ de blé assez homogène, vous aurez plusieurs cultures en parallèle. L'AI va déterminer qu'est-ce qui est quoi, parce que vous avez certaines cultures qui cèdent l'une et l'autre, par exemple pour la protection des insectes ou d'autres. Donc vous aurez une très grande diversité. Vous avez certaines mauvaises herbes, par exemple, que vous allez garder pour avoir de la biodiversité pour les abeilles, etc. Donc vous aurez dans le futur une agriculture qui va avoir cette énorme diversité et grâce à l'AI va permettre de maintenir cette diversité. Puis l'autre chose, rapidement, désolé, je prends beaucoup de place, c'est l'automatisation. L'autre chose, après les données l'AI et puis cette agriculture de précision, c'est l'automatisation. Juste pour vous donner un chiffre hallucinant, au Japon, l'âge moyen de l'agriculteur japonais, c'est 68 ans. Donc vous vous rendez bien compte que, et c'est un trend qui va partout, on a de la peine à renouveler nos agriculteurs, donc vous vous rendez bien compte qu'on va devoir automatiser tout ça. Donc l'autre grande révolution 2050, outre l'AI et puis l'agriculture de précision, c'est de rendre tous ces systèmes autonomes. Donc vous voulez faire travailler les... réaction de l'IA. Monsieur Demoret, votre modèle repose sur énormément de technologies. Comment faites-vous avec les agriculteurs qui ne sont pas forcément des geeks? Vous allez les former? C'est une bonne question. En fait, faites l'exercice. Vous montez dans un tracteur, puis vous essayez de le faire démarrer. Si vous n'êtes pas agriculteur, sérieusement, vous avez des écrans partout, vous ne savez pas à quoi ça sert, vous ne savez pas où est le bouton pour démarrer, vous ne savez pas comment on met les vitesses, vous ne savez pas comment se... Et ces engins se pilotent tout seuls. Hein. Donc, de voir l'agriculteur comme un peu l'archétype de l'homme avec des bottes et une chemise à carreaux, oui, bien sûr, on est dans les champs, mais l'agriculture est déjà hautement technologique. Et puis, si je vais un petit peu plus loin, nous, on a créé ce projet pour réduire l'impact environnemental de l'agriculture. Mais on l'a aussi créé parce qu'on a une vision, on veut quelque part aider l'agriculture à retrouver ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, il y en a peu de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Imaginez-vous, si on vient avec de l'AI, des tracteurs autonomes, l'automatisation, de l'agriculture de précision, c'est hyper sexy pour des jeunes. Donc c'est aussi ça, notre rôle comme entreprise, c'est de rendre aussi l'agriculteur sexy. Rendre l'agriculteur sexy et il va pouvoir... Ça veut aussi dire qu'il pourra produire plus avec moins? Alors, avec nos technologies aujourd'hui, du fait qu'on ne met pas des produits partout, par exemple dans le désherbage, on augmente les rendements déjà entre 10 et 30%. C'est hallucinant. En termes de chiffres, après, au niveau de l'exploitation, c'est énorme. Donc oui, on va pouvoir produire plus avec moins. Fred Jourdan, ça vous inspire? Je vous vois hocher la tête. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que nous, en fait, on travaille sur potentiellement des ordinateurs compostables. Ah ben voilà, mettez-vous ensemble. Donc maintenant, voir effectivement l'application du biocomputing à l'agriculture, là, je sais pas voir quelles vont être les applications possibles. En fait, ça me dépasse. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais on va passer au thème suivant qui est celui de la démocratie. Avec vous, Victor Christophe, votre plateforme DemoSquare permet d'anticiper les tendances politiques. Elle s'est notamment illustrée lors des élections fédérales de 2023. Est-ce que le développement d'outils prédictifs comme le vôtre va changer la façon de faire la politique en 2050 ? Ok, bon déjà DemoSquare, on est à la base, et ce qu'on vend, c'est une plateforme d'intelligence stratégique pour les entreprises, pour même les experts, les équipes d'affaires publiques des entreprises, et leur permettre d'anticiper des changements réglementaires, des changements politiques, mais aussi de faire de la veille concurrentielle, réputationnelle et médiatique. Et au sein de cet écosystème d'outils, on a en effet développé un modèle de prédiction qui permet de prédire les votations, les élections et même les votes des parlementaires. On peut prédire les votes d'un Parlement fédéral à Berne. Et notre modèle marche extrêmement bien. On collabore aujourd'hui avec les journaux Le Temps et la NZZ. D'ailleurs, dimanche prochain, vous pourrez voir et suivre nos prédictions en temps réel sur les sites du Temps et de la NZZ.
c'est un modèle qui ne sert pas à grand-chose, honnêtement, puisqu'on fait des prédictions qu'à partir de 12h01, mais ça permet à... Vous savez vous vendre, hein. Ça permet au temps et à la NZZ d'être les premiers médias du pays à annoncer les résultats de la fin de la journée. Et je vois que l'IA se manifeste. Monsieur Christophe, si vous pouvez prédire les résultats des votations à l'avance, les interviews politiques de Fanny de Surchère aux JT manqueront de sel, non? C'est vrai ça, vous allez voler mon travail? Ouais, vous n'aurez plus rien à faire. Ouais. On parle donc d'une démocratie qui sera quand même un peu assistée par l'IA, pilotée par l'IA. Quel rôle peut encore jouer le citoyen lambda? Non, un rôle clé. J'aime bien l'exercice de pensée de Isaac Asimov, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle À voter, où ça raconte une société où un super ordinateur a identifié lors de chaque élection un ou une citoyenne qui est le plus représentatif de la société. Et c'est le vote de cette personne-là qui va ensuite élire le ou la présidente du pays. Et je ne crois pas qu'on soit là, et j'espère qu'on ne le sera pas. Cela dit, avec notre modèle de prédiction, on a identifié que la commune de Ebikon, au canton de Lucerne, est celle dont le résultat est le plus prédictif des résultats des l'issue des votations. Mais non, je pense qu'évidemment, les citoyens et citoyennes ont encore un rôle très important. Je pense même plutôt qu'on fait face à un manque de démocratie. On n'a qu'à voir simplement à Berne, on voit que la représentativité des parlementaires est quand même très biaisée vers des hommes d'un certain âge de profession libérale, et la place des femmes, par exemple, n'est pas encore complètement à parité, disons, même s'il y a des gros progrès. Antoine Hubert, qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces programmes prédictifs? Je ne sais pas, mais sur la démocratie, moi, je pense que c'est juste quand on avait épuisé le pouvoir de la religion, on a inventé un nouveau truc pour mener les foules. Ça a été inventé par un tyran qui voulait être légitimé à la tête du pays. La démocratie est pour moi une illusion, puisqu'il y a des campagnes, on raconte n'importe quoi, etc. Puis on s'adresse à des gens qui n'ont pas tout le même niveau de compréhension. Si on voulait une vraie démocratie, il faudrait tirer au sort les représentants. Je pense que c'est le seul moyen d'avoir une vraie représentation du peuple, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une représentation du peuple. On a des gens, des populistes qui balancent des slogans à 2 balles, faciles à comprendre, et puis ils se font élire. Donc pour moi, c'est pas ça la démocratie, parce que si chaque votant comprenait vraiment l'objet sur lequel il devait voter, comprenait vraiment, etc., le résultat des votations ne serait pas les mêmes. Mais malheureusement, l'intelligence n'est pas distribuée et l'éducation n'est pas distribuée de manière égale, et donc il y a des proies faciles dans le peuple, il y a des cibles faciles qu'on arrive à convaincre du tout et son contraire avec des slogans. Donc moi, je pense que la démocratie aujourd'hui montre ses limites, surtout avec l'avènement de tous les médias qui permettent d'accentuer encore l'influence qu'on a sur le peuple. Et je crois que l'IA réagit à ce que vous êtes en train de dire. On l'écoute. Monsieur Hubert, si on remplace les politiques par de l'IA, comme ça s'est passé en Albanie, est-ce que tout irait mieux? Bon, ça dépend par qui l'IA a été... Enfin, je reprends ce que j'ai dit au début. Pour moi, l'IA aujourd'hui, c'est encore qu'une intelligence augmentée, ou c'est le reflet des gens qui l'ont éduquée. Donc, c'est encore pas la panacée. Mais c'est complexe. Ce qui est complexe, c'est de gérer une population de 7-8 milliards de personnes. Plus il y a de gens, plus c'est facile moins c'est facile à gérer. Un canton comme Appenzell-Rhodes intérieur, c'est plus facile à gérer qu'un canton comme le canton de Vaud. Remplacer les politiciens par l'IA, ça vous inspire? Alors, ça c'est vraiment de la science-fiction. Je suis aussi un grand fan de science-fiction, donc je ne suis pas d'a priori négatif par rapport à un imaginaire comme celui-ci. C'est vrai que quand on discute par exemple avec ChatGPT, on peut avoir des fois l'impression qu'il y a une certaine rationalité qui se dégage. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'influence, mais la manière dont a été entraîné ces modèles, a priori, il permet de croire à une certaine impartialité. Donc ça pourrait être un modèle. Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt pour ça non plus. Quant à dire
Dans notre cas, nous, on travaille sur les intelligences du futur, les intelligences vivantes. Est-ce que ça ferait une différence aussi d'acceptabilité, de se dire ah c'est un système organique cette fois-ci? Je ne sais pas non plus. Là, on va. Vous voulez réagir, Monsieur Demouret? Moi, je regardais mes collègues députés là au premier rang parce que à côté de mes fonctions d'entrepreneur, j'ai aussi une fonction politique. Ça va, c'est comme vous, ça va me piquer notre job. Vous êtes inquiet? Non. Non. Bon, je suis confiant dans le futur. Tant mieux. Peut-être pour conclure, on va profiter d'avoir un partenaire de start-upers, d'entrepreneurs pour donner quelques conseils à la salle. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être vous, Victor, Christophe, si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneuses qui sont dans la salle, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour assurer sa réussite en 2050? Ce serait quel conseil? Être curieux. Curieuse, garder une ouverture d'esprit, se renseigner, rester agile aussi. On est dans un monde qui change tout le temps et de plus en plus rapidement. Ne serait-ce que se tenir au courant des nouvelles technologies demande une curiosité et une capacité d'adaptation qui est clé dans la réussite. Aurélien Demouret, pour réussir en 2050, que faire aujourd'hui? Alors vous avez compris que dans notre projet entrepreneurial, la question de l'impact, le sens a beaucoup de sens. Donc moi je dirais, il faut innover avec du sens, parce que l'innovation, la technologie, quelque part c'est comme l'argent, c'est un moyen pour atteindre des buts. Et puis si on veut atteindre des buts justement de développement humain, de protection de l'environnement, etc., il faut qu'on mette cette technologie au service du bien commun. Puis le bien commun, il n'est pas seulement nos actionnaires, il est toute la société. Fred Jourdan, vous me disiez que vous êtes très bien placé pour donner des conseils sur ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous l'avez fait. Voilà, là j'ai une grande expertise sur ce qu'il ne faut pas faire, donc ça... Alors on vous écoute, vous pouvez volontiers partager vos expériences avec la salle. Non, ça va tellement loin que dans notre société, donc j'en ai deux. On a créé un document qui s'appelle Conneries. Où on a listé à chaque fois toutes les erreurs qu'on a fait à travers les années. Ça fait 25 ans maintenant, le document est bien fourni. Et comme on est passé ISO 9001, on a même rajouté officiellement le document Conneries dans le process ISO. Et l'auditeur était un peu surpris, mais je pense que ça fonctionne bien. Donc, mais je pense que les fondamentaux pour l'avenir, j'ai l'impression que ça va rester un peu les mêmes. C'est-à-dire que si on est entrepreneur, c'est pour faire quoi? C'est pour faire ce qu'on aime faire avec les gens qu'on aime bien. C'est ça. Donc, et j'ai pas l'impression que l'IA va changer ses fondamentaux. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi, je suis très heureux de travailler avec les gens avec qui je travaille tous les jours depuis 25 ans. On a 2 sociétés, c'est un plaisir, c'est des sujets qui me passionnent, les gens sont super sympas. Ça, je pense, c'est les fondamentaux, quoi. Mais par contre, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce qui figure dans le document Conneries, parce que là, je peux vous donner une belle, celle qui m'a coûté le plus cher. Gagner pas mal d'argent, de plusieurs millions en fait, en euros, et les garder en euros. Oui, les manqués de flair. Et au bout de 10 ans, c'est-à-dire, tiens, je vais les convertir en francs suisses. Et moi, vous savez, je suis un ingénieur. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'on gagne de l'argent en faisant bien pour son produit, pour qu'il marche bien. Donc c'était mon logiciel dans ma tête, c'était ça, quoi. Et j'avais pas pensé qu'on pouvait perdre de l'argent sans rien faire. Voilà, donc elle est en tête, celle-là. D'accord. Antoine Hubert, on termine avec vous. Peut-être si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner à cette assemblée pour réussir en 2050. Jusqu'en 2025, en tout cas, vous avez l'air d'avoir bien réussi. Donc, Bon, je crois que le secret de la réussite, c'est de rester agile, mobile, ouvert. Et justement, par rapport je reviens au financement de start-up. Plutôt que d'essayer de créer un écosystème de financement dans un endroit comme la Suisse qui est petit, où il y a peu de start-up, etc., il faut aller chercher l'argent où il est. Et je veux dire, nous, on n'est pas une start-up, mais on a été chercher des investisseurs américains. En plus, l'avantage des investisseurs américains, c'est que sans rien foutre, même si on ne crée pas de valeur, ils gagnent de l'argent parce que le dollar baisse systématiquement. Donc, nos investisseurs américains qui sont rentrés en 2019, par exemple, ils ont gagné 15% sur leur investissement. Déjà,
sur le change, sur l'effet de change. Donc, d'aller aux États-Unis pour pitcher, pour aller lever des fonds, les Américains sont assez friands d'investir en Suisse. Ils confondent souvent avec la Suède, mais une fois qu'ils ont compris que c'est là où il y avait le Matterhorn, ils sont friands. La preuve, ils investissent en Emmanuel Abbé, puisqu'ils travaillent pour des Américains. Donc, je veux dire, nos forces, elles sont là, notre pays il est là, la précision qu'on a, la méticulosité, etc., elle est là, les idées, on a ces écoles, PFL, ETH, etc. Donc on a plein d'atouts et je pense plutôt que d'essayer de créer absolument là, il faut aller chercher l'argent où il est, être mobile, et puis ça n'empêche pas d'avoir une start-up en Suisse qui est financée par des fonds américains, belges, français ou anglais. Donc il faut être mobile. Nous, on a une banque qui a disparu il y a 2 ans, ça s'appelle le Crédit Suisse. C'était la seule banque suisse qui était pour les entrepreneurs, donc il n'y en a plus maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir d'autres banques, Citibank, Goldman, etc. On va voir des banques étrangères pour essayer de leur donner envie d'investir en Suisse. On pourrait aussi geindre et écrire des lettres à Karim Keller-Souter tous les matins pour dire que c'est quand même pas bien ce qu'ils ont fait, etc. Mais je crois qu'il faut arrêter de geindre et puis il faut être mobile, trouver des voies, etc. Et on les trouve. Donc continuer de toquer à la porte des investisseurs américains, vous êtes d'accord? Ou chinois ou moyen-orientaux. Au risque de perdre la guerre de l'IA, comme on... Pour pas perdre. Non, c'est ça le gros risque. Aller chercher de l'argent pour investir chez nous. Où on perd la guerre de l'IA, c'est on leur envoie des images gratuitement en mettant nos photos sur iPhoto. On leur envoie de la matière pour éduquer leur IA gratos et eux, ils nous font payer après. Mais une entreprise suisse qui développe une solution en Suisse avec de l'argent américain, elle n'enrichit pas l'Amérique, elle enrichit la Suisse aussi. Le gros risque là derrière, c'est que les technologies partent. Et puis c'est ce qu'on voit dans le monde des startups, c'est que les technologies sont développées ici et après les investisseurs américains, comme par hasard, demandent à ce qu'on rapatrie les sociétés aux États-Unis et on a tout perdu. Et les 22 milliards dont je citais tout à l'heure, on les a financés avec de l'argent public, avec de l'argent privé ici, et ça part à l'étranger. J'ai la même analyse, c'est clair. Si je prends des investisseurs saoudiens ou asiatiques ou américains, à terme, la technologie quittera la Suisse. Les brevets seront à leur nom, et donc ça c'est une réalité en fait. Et on va malheureusement terminer ce débat sur cette note un peu inquiétante. Victor Christophe, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de joyeux. Pour finir. Non, c'est vrai que les grosses boîtes américaines ont tendance à racheter toutes les startups suisses. Donc, là aussi, on a un transfert de propriété intellectuelle. Mais de notre cas, on a des investisseurs allemands, par exemple, et on en est très contents. Voilà. D'accord, on va vous laisser. Vous n'êtes manifestement pas forcément d'accord. Donc, on va vous laisser poursuivre ce débat à la pause, à la suite. Et pour clore ce deuxième talk show, je vous propose d'accueillir à nouveau sur scène Liam Chenot sur les arrangements de Maxime Dupéret avec un morceau qui résonne certainement avec tout ce qu'on vient d'évoquer, I Will Survive de Gloria Gaynor. Merci beaucoup à vous 4.
peut gentiment vous lever. Là, un dernier tonnerre d'applaudissements pour Liane Chenot. Il l'a bien mérité. Et je vous libère. Merci à vous pour votre participation à ce dernier talk show. Et je vais passer la parole maintenant à Stéphane Krebs qui aura l'honneur de clore ce forum avant de vous donner les clés du moment que vous attendez toutes et tous, l'apéro. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre énergie et à bientôt. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme des conférences et vous vous dites certainement que demain, ce n'est pas si loin et qu'il y a encore du pain sur la planche. Afin de vous aider dans vos réflexions, les fêtières économiques organisatrices de ce forum ont le plaisir de vous remettre la brochure intitulée « Demain, ce n'est pas si loin ». C'est une tentative de projection dans la Suisse de 2050 en 17 questions. À l'instar de cet exemplaire que je transmettrai à notre conseillère d'État Isabelle Moret dans les minutes qui vont suivre, vous aurez la possibilité de le prendre lors de votre retour chez vous, soit à l'issue du cocktail, soit à votre départ. Avant de clore cette partie de conférence de ce forum, j'aimerais vous remercier encore une fois d'y avoir assisté. Je remercie également très chaleureusement nos orateurs et nos invités ainsi que notre modératrice. Je souhaite aussi remercier les collaboratrices et les collaborateurs de Beaulieu, ainsi que Terre Vaudoise, qui nous a préparé le cocktail de la partie réseautage qui va suivre. Enfin, je remercie notre comité d'organisation, nos sponsors et toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de ce bel événement. Il me reste à vous communiquer la date de l'édition 2026 du Forum de l'économie vaudoise en 2026 qui a été arrêtée au vendredi 25 septembre. Je me réjouis de vous revoir autour d'un verre lors de la réception qui va suivre. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un magnifique week-end, une fin d'année fructueuse. Et pour toutes les personnes qui ont œuvré, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, santé!